Il y a une vérité inconfortable que la plupart préfèrent ignorer. La vie ne stagne pas parce qu'il manque des rêves, mais parce que nous portons trop de choses qui ne servent plus. Nous nous accrochons à des habitudes et des relations qui épuisent, à des pensées qui répètent toujours la même histoire, à l'attente impossible de plaire à tout le monde. Au lieu d'avancer, nous devenons des experts dans le fait de traîner le passé. Il ne s'agit pas d'avoir plus de volonté, ni d'ajouter plus d'objectifs. Il s'agit de cesser d'hypothéquer notre énergie sur ce qui reste, et non sur ce qui s'ajoute. Le stoïcisme l'a dit il y a des siècles. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Le coût psychologique de soutenir l'insoutenable est invisible, mais réel. Anxiété, frustration, fatigue chronique. Et le pire symptôme est la sensation d'être vivant à moitié, comme si chaque jour était un entraînement éternel à supporter des charges étrangères et personnelles. Si tu ne choisis pas de lâcher prise, le poids finit par choisir pour toi. Il n'y a pas de transformation possible sans le courage de renoncer. Ce n'est pas un discours d'auto-assistance bon marché, c'est une invitation dure et directe à revoir, filtrer et couper. Celui qui veut une année différente doit commencer par se vider de l'inutile, non par se remplir de promesses. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est récupérer de l'espace pour l'essentiel. C'est le mécanisme central de tout changement réel. Il ne suffit pas de désirer la paix, il faut nettoyer le terrain, même si cela fait mal. 2026 n'arrivera pas avec des miracles, il arrivera pour ceux qui s'entraînent à porter moins et à vivre plus. 1. Arrêtez de chercher l'approbation extérieure. Arrêtez de vous mentir. Tant que vous poursuivez l'approbation des autres, vous serez esclave de leurs attentes, pas maître de votre vie. C'est aussi simple que cela. Peu importe combien vous vous efforcez, ni combien de réalisations vous accumulez, si vous avez besoin de la validation extérieure pour vous sentir suffisant, vous serez toujours à la merci de l'opinion des autres. Ce n'est pas une exagération. La dépendance à l'approbation est une chaîne invisible qui vous attache à la médiocrité, car elle vous oblige à agir selon les critères et les désirs des autres, et jamais selon vos propres valeurs. Combien de fois vous êtes-vous arrêté avant de prendre une décision ou d'exprimer ce que vous pensez juste par peur du jugement? Cette autocensure constante épuise le caractère et, ce qui est pire, vous vole la possibilité de construire une vie authentique. Il y a une vérité inconfortable que beaucoup préfèrent ignorer. Celui qui vit en cherchant à plaire à tout le monde finit par se perdre lui-même. Marc Aurèle l'a clairement dit. Si vous vous souciez trop de ce que pensent les autres, vous serez toujours leur prisonnier. Et il n'y a rien de plus épuisant que d'essayer de plaire à tout le monde. C'est un trou sans fond. Chaque fois que vous adaptez votre comportement, vos opinions, même vos rêves, juste pour vous intégrer ou éviter une critique, vous hypothéquez votre liberté intérieure. Car la recherche d'approbation n'est rien d'autre qu'un paiement anticipé. Vous échangez votre paix contre une acceptation momentanée et fragile, une acceptation qui n'est jamais suffisante et qui exige toujours plus. La vie devient une négociation continue avec les désirs des autres, jusqu'à ce que vous oubliez quels étaient les vôtres. Il est temps de cesser de mettre votre estime de soi entre les mains d'inconnus, de membres de votre famille ou de collègues qui ne connaissent même pas votre véritable histoire. Personne d'autre que vous n'a l'autorité pour définir votre valeur. Si vous avez du mal à lâcher ce besoin, regardez-le ainsi. Chaque fois que vous attendez une reconnaissance, vous vous endettez émotionnellement et cette facture arrive toujours avec des intérêts. L'admiration authentique ne se mendie pas, elle se mérite en vivant en cohérence, non en fonction des applaudissements. Le stoïcisme ne demande pas de vous isoler, mais d'apprendre à filtrer, à discerner entre ce qui vous élève et ce qui ne satisfait qu'un vide artificiel. Arrêtez de porter le masque que votre environnement exige. L'enlever peut faire mal, mais il est plus douloureux de continuer à le porter année après année. La véritable liberté commence le jour où vous arrêtez de demander la permission d'être vous-même. Il n'y a pas de vie pleine dans la simulation constante. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour être une copie des attentes des autres.
Si vous voulez avancer avec légèreté et clarté en 2026, commencez par lâcher l'addiction aux applaudissements. Renoncez à l'approbation qui épuise votre énergie et vous verrez comment vous retrouvez force, concentration et dignité. L'opinion des autres ne pèse que si vous la portez. 2. Rompez les liens qui épuisent votre énergie. Il y a des moments où vous rentrez chez vous après une longue journée. Vous enlevez vos chaussures, mais la sensation de fatigue ne disparaît pas. Ce n'est pas physique, c'est autre chose. Une fatigue qui ne s'en va ni avec le repos ni avec les distractions. Votre tête continue de tourner autour des conversations, des tensions, de ce sentiment d'avoir cédé trop, d'avoir dit oui par habitude, d'avoir soutenu les autres, alors que vous n'avez même pas eu le temps de vous écouter vous-même. C'est le signe le plus clair qu'il existe des liens invisibles qui drainent votre énergie chaque jour. Ce n'est pas un hasard si vous vous sentez épuisé avant de dormir ou si vous avez du mal à vous lever avec envie. Il y a des relations, des engagements et des dynamiques qui se sont installés dans votre vie comme une obligation silencieuse. Et même si vous ne le reconnaissez pas toujours, chacune d'elles vous enlève de la force, de la clarté et du focus. La plupart des gens pensent qu'il suffit d'éviter les conflits ouverts pour maintenir la paix. Mais ce qui n'est pas discuté s'accumule. Ce qui n'est pas affronté devient un poids chronique. L'habitude de maintenir des liens par simple inertie, de tenir des conversations creuses ou de supporter des personnes qui cherchent seulement à vous vider émotionnellement est l'une des formes les plus subtiles d'abandon de soi. Au fond, vous savez quels sont ces liens, ceux qui vous font sentir petit, coupable, épuisé ou simplement déconnecté de votre propre centre. Il ne s'agit pas de fuir à la première inconfort, mais de reconnaître quand une relation a cessé d'être un échange et s'est transformée en un fardeau unilatéral. Persister seulement par peur de blesser, pour éviter le vide ou pour répondre aux attentes des autres est une recette sûre pour l'insatisfaction chronique. Rompre ces liens ne signifie pas nécessairement couper les ponts ou devenir froid. Il s'agit plutôt d'apprendre à établir des limites claires, de cesser d'offrir votre temps et votre attention à ceux qui ne voient en vous qu'une source pour leur propre manque. Personne ne peut vivre léger s'il est attaché à des relations qui fonctionnent comme des ancres. L'énergie que vous investissez à soutenir ce qui est insoutenable est de l'énergie qui vous manque pour construire ce qui compte vraiment, pour grandir, pour profiter de la vie avec sérénité. Chaque lien qui épuise est une fuite silencieuse de vitalité. La véritable maturité commence le jour où vous comprenez que vous n'avez pas l'obligation de traîner tout ce que vous avez un jour décidé de porter. On n'avance pas avec un sac à dos rempli de dettes émotionnelles des autres. Se libérer de ces engagements qui n'existent que par habitude ou par peur n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de santé mentale. Vaut mieux un petit cercle qui vous respecte qu'une multitude qui vous presse. Choisissez avec qui vous investissez votre énergie. Personne ne peut s'épanouir sur un terrain stérile. 3. Identifie et élimine les habitudes nuisibles. Je vais être honnête, l'une des choses les plus difficiles que j'ai dû admettre devant moi-même est que beaucoup de mes journées ne sont pas marquées par de grandes tragédies, mais par de petites routines répétées qui me sabotent sans que je m'en rende compte. Il ne s'agit pas de chute monumentale, mais de ces actions mineures. Remettre une décision à plus tard, laisser des choses en suspens pour demain, vérifier le téléphone toutes les 5 minutes, manger sans faim, me dire « juste pour aujourd'hui », qui, additionnés, finissent par éroder le moral, la discipline et la confiance en soi. C'est inconfortable de le reconnaître, car nous avons tous cette image de nous-mêmes comme des personnes raisonnables, capables de contrôler ce que nous faisons. Mais il suffit de s'arrêter avec honnêteté et de passer en revue n'importe quelle semaine pour voir combien de fois nous cédons à des impulsions automatiques. Ce n'est pas un hasard. Le cerveau tend vers ce qui est connu, ce qui est confortable, vers la gratification immédiate, et c'est là que les habitudes nuisibles trouvent un terrain fertile et s'installent comme partie du paysage. Quand je parle d'habitudes nuisibles, je ne fais pas seulement référence aux vices évidents, mais à tout schéma automatique qui t'éloigne de la vie que tu souhaites construire.
Ce sont ces petites concessions, retarder ce qui est important, se perdre dans des distractions, laisser la plainte remplacer l'action, permettre que la fatigue soit une excuse pour ne pas faire ce que tu sais que tu dois faire. Le plus grand danger ne réside pas dans l'ampleur de chaque erreur, mais dans l'accumulation silencieuse de toutes celles-ci. C'est cette usure invisible qui, avec le temps, définit le cours de tes journées. Car personne ne se lève un jour et échoue soudainement. Presque toujours, le véritable échec se prépare dans la répétition de petits actes qui semblent inoffensifs, mais qui, accumulés, déforment le caractère et éteignent la volonté. La racine du problème est que ces habitudes se camouflent en alternatives légitimes de repos, de soulagement ou de soin de soi. Mais en réalité, ce sont des mécanismes d'évasion. Le plaisir immédiat devient un piège lorsqu'il est utilisé pour masquer ce que nous devrions affronter. Le stoïcisme ne propose pas une vie de souffrance, mais une vie consciente, où chaque acte répond à une décision et non à un automatisme. Répéter sans remettre en question est la recette parfaite pour l'insatisfaction chronique. C'est pourquoi la question clé n'est pas « quelle habitude ai-je ?», mais « quelle fonction cette habitude remplit-elle dans ma vie ?» Est-ce une échappatoire? Est-ce une béquille pour ne pas faire face à un inconfort? Être brutalement honnête avec soi-même est le premier pas pour éliminer ce qui intoxique. L'élimination de ces habitudes ne se fait pas par la volonté à court terme, mais par une stratégie délibérée. Identifier le schéma, comprendre le déclencheur, redéfinir la réponse et répéter le nouveau geste jusqu'à ce qu'il devienne ta nouvelle base. Il ne s'agit pas de se battre avec soi-même, mais de rediriger l'énergie vers ce qui construit réellement. Le caractère se renforce dans la répétition de ce qui est juste, pas dans l'exception héroïque. Ce que tu tolères aujourd'hui devient ton plafond demain. Si ce n'est pas toi qui conçois tes habitudes, ce sont tes habitudes qui te conçoivent. La véritable liberté commence lorsque tu te donnes la permission de rompre le cycle. 4. Renonce au désir de contrôle absolu. Il y a des personnes qui avancent dans la vie avec le froncement de sourcils, les poings légèrement serrés et les épaules relevées, comme si tout leur corps était programmé pour anticiper le prochain mouvement de l'univers. Elles s'assoient devant l'ordinateur, vérifiant encore et encore le calendrier, rayant, réorganisant, corrigeant chaque détail jusqu'à ressentir une sorte de contrôle momentané, seulement pour découvrir que l'anxiété ne se dissipe pas, elle change simplement de forme. Le besoin de contrôle absolu est une tension perpétuelle, une boule dans la gorge en recevant une nouvelle inattendue, la mâchoire serrée lorsque quelque chose sort du plan, l'insomnie qui apparaît parce que l'esprit n'accepte pas qu'il y a des variables qu'il ne pourra jamais maîtriser. C'est comme essayer d'aligner chaque pièce d'un gigantesque domino sur un sol qui tremble. L'effort ne finit jamais et la tranquillité n'arrive jamais. La paradoxe est cruelle. Plus tu t'obsèdes à contrôler chaque résultat, plus l'incertitude te blesse, plus la moindre déviation te frustre. Le désir de contrôle n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en rigueur. C'est l'illusion que, si tu anticipes tous les scénarios possibles, tu éviteras la douleur, l'échec ou la honte. Mais la vie, par nature, est imprévisible. Il y a toujours un tournant, une conversation inattendue, un message que tu n'attendais pas, une maladie, une erreur humaine. Tu peux passer des heures à essayer de planifier l'avenir, mais aucun calendrier ne protège du chaos. Celui qui exige des garanties devient l'otage de ses propres prévisions. Le stoïcisme le dit sans détour. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète l'a résumé en une seule ligne. La liberté, c'est distinguer l'une de l'autre. Cette ligne est fine, mais c'est la frontière entre l'épuisement et la sérénité. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de lâcher prise. Lâcher l'idée que tu as du pouvoir sur tout ce qui se passe. Lâcher la prétention que ta valeur dépend du résultat. Le contrôle absolu est impossible, et l'attente de l'atteindre n'engendre que frustration. Être responsable n'est pas la même chose qu'être omnipotent. Le véritable contrôle est d'accepter la marge d'incertitude et d'apprendre à te déplacer à l'intérieur sans perdre ton calme.
Il y a une phrase que tu dois te tatouer dans la mémoire. Ce que tu ne peux pas contrôler ne doit pas te gouverner. L'obsession du contrôle est une fuite massive d'énergie. Pendant que tu te consumes par ce qui est incontrôlable, tu négliges la seule chose sur laquelle tu as un véritable pouvoir. Tes décisions, ton attitude, ta réaction. C'est ta sphère. Le reste, peu importe combien tu serres les dents, suivra son cours. Choisis bien tes batailles. Ne laisse pas l'anxiété pour l'avenir te voler ta présence dans le présent. Contrôle ta réponse, pas l'univers. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être le directeur de chaque scène, mais le protagoniste de ta propre réaction. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est laisser de l'espace pour ce que tu peux vraiment construire. 5. Ajuste tes attentes à la réalité. La réalité ne négocie pas avec tes attentes. C'est la vérité qui fait le plus mal et celle que tu veux le moins accepter. Tu peux construire des châteaux mentaux, créer des scénarios parfaits, exiger que les gens soient justes, que la vie s'organise à ta mesure, que l'effort est toujours une récompense immédiate. Mais le monde ne te doit rien. L'auto-tromperie commence lorsque tu te crois en droit d'attendre des résultats, des certitudes, que tout fonctionne comme tu l'imagines. Et quand la vie ne suit pas ton scénario, tu appelles cela de l'injustice, alors qu'en réalité, c'est juste la conséquence de croire que tu peux imposer des conditions à ce que tu ne contrôles pas. Il n'y a pas de pire piège que l'illusion de mériter quelque chose simplement parce que tu le désires ardemment. Des attentes démesurées sont une fabrique de déception et de frustration. Ce n'est pas l'environnement qui te brise, c'est ton incapacité à ajuster ton regard à ce que tu as réellement devant toi. Jusqu'à quand vas-tu permettre que l'idéal sabote ta capacité à apprécier ce que tu as vraiment? Attendre que les autres agissent comme tu agirais, que les projets se déroulent toujours comme tu les as planifiés, que ton partenaire devine ce que tu penses, que tes amis ne te déçoivent jamais. Tout cela, c'est mettre ton état émotionnel entre les mains de l'improbable. Le stoïcisme le dit clairement, tu souffriras dans la mesure où tu t'accroches à une image irréelle du monde et des gens. Ce n'est pas de la résignation, c'est une maturité brutale. Si tu insistes pour exiger la perfection, tu ne feras que vivre en guerre avec l'évidence. Ajuster tes attentes n'est pas se rendre, c'est cesser de frapper un mur en espérant qu'il se transforme en porte. C'est un acte d'intelligence et d'estime de soi, pas de faiblesse. Tu souffres moins quand tu comprends plus. Beaucoup se croient positifs parce qu'ils visualisent le meilleur résultat. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la naïveté si cela n'est pas accompagné d'une acceptation réaliste. Sénèque l'a écrit sans anesthésie. La majeure partie de notre souffrance provient de la différence entre ce que nous attendons et ce qui se passe. Si ta paix dépend du comportement du monde selon tes désirs, tu seras toujours à un pas de la colère ou de la déception. Ta sérénité n'est véritable que lorsqu'elle n'a pas besoin de garanties externes. Cesse d'attendre que la vie te demande la permission de te surprendre. Commence à entraîner le muscle de la flexibilité interne, car c'est ainsi que tu auras une marge de manœuvre lorsque la réalité te déstabilisera. Ajuster ses attentes n'est pas du cynisme, c'est prendre soin de soi. L'exigence perpétuelle que tout se passe bien est le pire filtre mental que tu puisses adopter. C'est une condamnation auto-imposée. La vie n'est pas un contrat, c'est un scénario changeant. Ne perds plus de temps à pleurer sur ce qui n'a pas été, ni sur ce que les autres ne t'ont pas donné. La maturité se mesure à la distance entre ce que tu désires et ce que tu acceptes. Celui qui s'adapte ne se brise pas. Si tu veux vraiment avancer léger en 2026, lâche la fantaisie que tu as droit à une vie sans friction, car cette attente est celle qui te vole la paix. 6. Apprends à céder dans les discussions. Accepter que céder dans une discussion n'est pas perdre, mais gagner en clarté, est l'une des vérités les plus inconfortables que tu peux affronter. Ton impulsion initiale, presque toujours, est de défendre ta position coûte que coûte, de sentir que ton point de vue est le seul qui mérite d'être entendu, même lorsque tu ne te souviens plus si cette raison correspond à ta véritable conviction ou simplement
à un mécanisme automatique de fierté. S'accrocher à la nécessité d'avoir toujours le dernier mot est l'un des fardeaux les plus lourds et les moins productifs que tu peux porter. Je le sais parce que cette impulsion est universelle. Nous sommes tous tombés dans ce piège. Discuter jusqu'à l'épuisement par peur de céder, par peur de perdre du statut ou de montrer de la faiblesse, ne fait que renforcer une image interne de rigidité et t'oblige à soutenir un personnage que, au fond, tu n'apprécies même pas d'interpréter. S'accrocher à la raison absolue est souvent une tentative désespérée de protéger l'estime de soi, même si la plupart du temps, cela ne fait que la fragmenter encore plus. Le mécanisme est subtil. Tu confonds céder avec capituler, alors qu'en réalité, céder peut être un acte d'intelligence et de maturité émotionnelle. L'ego, qui interprète toute différence comme une attaque personnelle, te murmure que si tu ne défends pas ta position, tu deviens invisible, irrélevant. C'est le mensonge central qui alimente beaucoup de tes discussions les plus épuisantes. Arrête-toi un instant et demande-toi vraiment: ce que tu défends aujourd'hui est-il si crucial ou n'est-ce qu'une extension de ta peur de paraître moins? La plupart des conflits verbaux ne concernent pas des idées, mais plutôt l'identité. Tu luttes pour te sentir respecté, pour valider ton estime de soi, même si la bataille te laisse émotionnellement épuisé et mentalement tendu. Souvent, continuer à discuter n'est qu'une manière de te distraire du vide qui surgit lorsque tu n'as pas raison. Ta valeur ne dépend pas de gagner des débats. Elle dépend de ta capacité à lâcher prise sur le besoin d'avoir toujours le dernier mot. Céder ne signifie pas effacer tes limites ni devenir soumis, mais reconnaître qu'il y a des situations où insister ne fait que multiplier la tension et t'éloigner de ce qui compte vraiment. La connexion, la paix intérieure, la clarté mentale. Choisir le silence ou accepter le point de vue de l'autre est un acte de force, non de faiblesse. Chaque fois que tu renonces à une dispute inutile, tu récupères de l'énergie, de la santé et de l'espace mental. L'esprit s'entraîne. Plus tu pratiques le renoncement à la raison absolue, plus il devient facile de discerner quand il vaut la peine de défendre une idée et quand il est préférable de lâcher prise. Personne n'avance léger en portant l'armure de la fierté. Examine ton histoire. Les discussions les plus longues ne t'ont presque jamais offert de satisfaction durable, seulement une tension accumulée et une gueule de bois émotionnelle difficile à digérer. Apprendre à céder est, au fond, apprendre à prioriser ta tranquillité au-dessus de ton image. La vie ne te récompense pas pour avoir gagné toutes les discussions, mais elle te libère lorsque tu cesses d'en avoir besoin. Je l'ai dit au début et je le répète, lâcher la raison peut sauver ta paix. La sérénité pèse moins que la fierté. 7. Réduisez le bruit numérique dans votre vie. Le téléphone vibre sur la table pendant que vous essayez de terminer une tâche simple. La notification d'un message, puis une autre d'un groupe, ensuite une alerte de mail et, sans vous en rendre compte, vous sautez d'application en application comme si chacune réclamait un morceau de votre attention. À la fin de la journée, vous découvrez que votre esprit est dispersé, saturé de fragments d'informations, avec la sensation de n'avoir réellement accompli rien d'important. La fatigue mentale ne provient pas seulement de l'effort, mais de la fragmentation constante à laquelle vous soumettent les stimuli numériques. C'est ainsi que fonctionne le bruit numérique, un flux continu de demandes externes qui interrompent, distraient et épuisent la concentration. Ce n'est pas seulement une question de perdre du temps, mais de perdre le focus, la clarté et surtout la capacité de se connecter avec soi-même sans intermédiaire. Le véritable problème n'est pas la technologie en elle-même, mais la relation de dépendance et le manque de filtre face à ce que vous consommez. Chaque fois que vous laissez le téléphone dicter vos priorités, vous renoncez à la possibilité de choisir intentionnellement où vous investissez votre énergie mentale. Le flux ininterrompu de nouvelles, de vidéos et de messages active des mécanismes de gratification immédiate qui intoxiquent l'autocontrôle et affaiblissent la volonté. Le résultat est un esprit entraîné à la dispersion, habitué à sauter d'un stimulus à l'autre sans jamais s'arrêter pour approfondir quoi que ce soit.
Cet entraînement invisible finit par éroder la capacité de consacrer du temps soutenu à ce qui compte vraiment et, avec le temps, génère une sorte de brouillard interne où tout semble urgent, mais rien n'est essentiel. L'effet cumulatif est plus grave qu'il n'y paraît. L'attention détériorée affecte la qualité de vos décisions. La mémoire en souffre, les impulsions automatiques prennent le dessus et il devient de plus en plus difficile de soutenir une pensée complexe sans ressentir la tentation de se distraire. Ce n'est pas un hasard si de nombreux projets personnels restent inachevés ou s'il est si difficile de trouver des moments de véritable silence mental. La technologie, sans discipline, devient le plus grand voleur de votre capacité à vivre le présent en profondeur. Si vous ne choisissez pas ce que vous laissez entrer dans votre esprit, vous finissez par être un spectateur passif de la vie des autres, accumulant des données irrélevantes et remettant à plus tard votre propre croissance. La solution n'est pas de renoncer à la technologie, mais de la domestiquer, établir des moments sans écran, éliminer les notifications inutiles, épurer vos sources d'informations et protéger votre temps de qualité comme s'il s'agissait d'une ressource rare. Il faut concevoir un environnement numérique qui travaille en votre faveur et non contre vous. Chaque minute que vous récupérez de la dispersion numérique est une minute que vous pouvez investir pour vous construire, pour penser clairement, pour vraiment vous reposer. L'esprit ne fleurit pas sur un terrain sursaturé de stimuli. Éliminez l'excès. Récupérez votre attention, votre temps mental est votre actif le plus précieux. Protégez-le avec la même discipline que vous appliqueriez à votre santé physique. Moins de stimuli, plus de présence. C'est ainsi que l'on avance léger. 8. Remets en question tes pensées récurrentes. Je vais le dire sans détour. Il y a des pensées que je ne supporte pas dans ma propre tête, mais qui reviennent encore et encore, comme une goutte qui tombe et que tu ne peux ignorer, peu importe combien tu augmentes le volume de la musique ou fermes les portes. Parfois, je me surprends à marcher dans la rue avec un air tendu, les sourcils froncés, repassant une scène ancienne, une phrase que quelqu'un a lâchée il y a des mois, une erreur stupide que plus personne ne se rappelle. Le corps le ressent, les épaules se chargent, la mâchoire se durcit, le rythme de la respiration change, même si l'environnement est calme. Ce n'est pas le présent qui pèse, c'est cette séquence de pensées répétées qui ne laisse pas de place pour quelque chose de nouveau. Tu regardes ton téléphone, tu essaies de te distraire, mais il suffit d'un silence pour que revienne la même idée usée, le même jugement, le même doute. C'est la prison la plus invisible de toutes, celle de vivre gouverné par des pensées que tu ne remets jamais en question, que tu ne fais que répéter. As-tu remarqué comment tu te parles lorsque tu échoues ou lorsque quelque chose se passe différemment de ce que tu attendais? Ce n'est pas une voix bienveillante, ce n'est pas neutre, c'est souvent dur, implacable. Toujours la même chose, tu n'apprends jamais. Cela t'est déjà arrivé, tu ne changes jamais. Ce sont des phrases sèches, automatiques, qui apparaissent sans que tu les invites. Et le plus dangereux, c'est qu'avec le temps, cette voix devient le filtre à travers lequel tu vois le monde et te vois toi-même. Un filtre sale ne laisse pas passer la lumière. Il est difficile de l'admettre, mais beaucoup des limites que tu crois avoir ne sont pas réelles. Ce sont des histoires internes que tu as répétées tant de fois qu'elles sonnent comme une vérité. La pensée négative récurrente est une sorte d'entraînement inversé. Chaque répétition renforce une version limitée de toi jusqu'à ce que tu trouves impossible d'agir différemment. Le plus absurde, c'est que la plupart de ces pensées ne sont même pas les tiennes à l'origine. Quelqu'un les a semées, tu les as vues à la maison, à l'école, dans la culture, et tu les as adoptées sans questionner. Elles restent là parce que tu ne t'es jamais arrêté pour les regarder en face. Vivre ainsi, c'est comme avancer avec une pierre dans la chaussure et te convaincre que cette douleur est normale. Le stoïcisme ne demande pas de nier tes pensées, mais exige que tu les examines de près. Demande-toi, est-ce que ce que je me répète est un fait ou une interprétation? Est-ce que cela sert à quelque chose de le porter, ou cela me freine-t-il simplement? Une pensée qui n'est pas examinée
est une pensée qui te gouverne. Tu n'es pas responsable de ce qui apparaît dans ton esprit, mais tu l'es de ce que tu choisis de croire et de nourrir. L'esprit se façonne comme le fer rouge. Il ne change de forme que si tu appliques pression et conscience. Remettre en question tes pensées récurrentes n'est pas un luxe intellectuel, c'est un besoin fondamental si tu veux avancer sans le poids invisible de croyances étrangères et de jugements automatiques. Change ton dialogue intérieur et tu changeras ta réalité. Tout ce que tu penses n'est pas vrai, souviens-toi de cela. La liberté intérieure commence le jour où tu cesses d'accepter n'importe quelle pensée comme une loi. Choisis quelle pensée mérite ton énergie. Tout le reste est un fardeau mental. 9. Évite de te comparer constamment aux autres. Se comparer, c'est comme essayer de mesurer ta valeur avec une balance truquée. Peu importe combien tu ajustes le poids, le résultat est toujours manipulé et jamais en ta faveur. Tu passes ta vie à examiner le panier des autres, à calculer les réussites, les corps, les partenaires, les salaires, les voyages, les talents, pour voir si enfin tu arrives à sentir que tu n'es pas en retard, que tu n'es pas le retardataire d'une course invisible. Mais cette comparaison est un poison lent. Au lieu de regarder tes propres progrès, tu t'obsèdes avec les kilomètres que les autres prétendent avoir parcourus, mesurant ta valeur avec une règle qui change de taille selon l'humeur du jour. C'est absurde et pire encore, autodestructeur. Il n'y a pas de paix pour celui qui se compare, seulement une insatisfaction chronique qui te pousse à courir sans savoir où, simplement parce que les autres semblent aller plus vite. L'excuse habituelle est que la comparaison sert de motivation. Mais c'est le mensonge le plus rentable du système. On te vend l'idée que si tu t'inspires des autres, tu vas te surpasser, alors qu'en réalité, tu ne fais qu'alimenter un sentiment constant de manque. Personne ne publie ses défaites. Personne ne montre le prix de ses victoires. Personne n'expose la facture émotionnelle de ses succès apparents. Mais toi, dans un acte absurde d'auto-tromperie, tu te punis de ne pas atteindre une version éditée et filtrée de la vie des autres. Le résultat est prévisible. Chaque progrès personnel perd de sa valeur. Chaque réussite devient une miette, car il y a toujours quelqu'un à admirer. Ainsi, l'esprit s'entraîne à l'insatisfaction. Tu transformes la vie en une compétition constante, même si le trophée n'existe même pas. La comparaison ne te rend pas plus fort, elle te rend plus faible. C'est un drainage d'énergie brutal, une fuite d'estime de soi qui ne se voit pas dans le miroir, mais qui se manifeste dans l'attitude quotidienne. Tu cesses de célébrer tes petites victoires parce qu'elles te semblent insignifiantes face au théâtre des grandeurs des autres. Tu cesses d'essayer par peur d'échouer publiquement, car le regard des autres pèse plus que ton propre jugement. Ainsi, la médiocrité s'entraîne, en cherchant une validation sur un podium qui n'existe que dans ta tête. Personne ne se libère tant qu'il continue à concourir dans des courses inventées par d'autres. Si ta valeur dépend de la comparaison, elle ne sera jamais suffisante. Coupe le cycle maintenant. Tu n'es pas venu dans ce monde pour répéter le script de quelqu'un d'autre. La seule compétition légitime est avec toi-même, avec la version d'hier, pas avec la vitrine superficielle des autres. Chaque fois que tu te compares, tu gaspilles de l'énergie que tu pourrais utiliser pour grandir, pour apprendre, pour avancer vraiment. Comparer, c'est perdre d'avance. Arrête de donner ta tranquillité à une balance qui ne s'équilibre jamais. Si tu veux avancer léger en 2026, entraîne la discipline de regarder ton propre chemin. Ce que les autres réalisent ne définit pas ce que tu es capable de construire. Élimine la comparaison et tu retrouveras le pouvoir d'évaluer ton propre processus. Personne ne gagne en vivant en fonction du score des autres. 10. Fais de la place pour ce qui compte vraiment. Tu ne peux pas remplir une vie épanouie si elle est saturée de l'inutile. C'est ainsi que fonctionne l'équation intérieure que presque personne n'ose remettre en question. Ce n'est pas le manque d'opportunités ni de potentiel qui te freine, mais l'espace occupé par ce qui ne sert plus, mais que tu refuses de lâcher. L'essentiel ne consiste pas à ajouter plus d'activités, plus d'engagement, plus d'objectifs, plus d'objets ou même plus de personnes.
L'essentiel a besoin d'espace, et cet espace n'existe que lorsque tu décides de vider, démonter, nettoyer. Le plus grand auto-illusion est de croire qu'un jour tu auras le temps pour l'important tout en continuant à t'accrocher à l'accessoire par pure inertie émotionnelle ou peur du vide. Le mécanisme intérieur est subtil. Tu accumules des habitudes par habitude. Tu maintiens des conversations pour éviter le silence. Tu conserves des idées anciennes parce que tu ne sais plus qui tu serais sans elles. Tu remplis ton agenda et ta tête avec l'urgent, mais tu laisses en attente ce qui te construirait vraiment. Ce n'est pas un manque de clarté, c'est une peur de la perte, de l'inconfort de rester avec moins, même si ce moins est la seule chose qui peut te rendre la paix. L'esprit s'entraîne à survivre parmi les accumulations, le cœur à les justifier. Tu te convaincs que tout ce que tu portes est indispensable, mais en réalité, c'est juste familier. La peur de lâcher prise et la peur de te retrouver avec toi-même, sans distraction, sans excuse, sans endroit où cacher ce que tu ne veux pas regarder en face. Il y a une vérité inconfortable que peu admettent. L'espace intérieur se gagne par des renoncements, pas par des ajouts. Fais de la place et l'essentiel apparaîtra. C'est une loi intérieure qui ne faillit jamais. Mais cela nécessite du courage pour désarmer les routines, revoir les liens, laisser mourir des idées usées et mettre en pause l'urgence chronique de produire, répondre et plaire. Ce n'est pas un processus confortable ni immédiat. L'esprit résiste, proteste, exige des preuves que tu ne perdras pas quelque chose de précieux. Mais ce qui compte vraiment ne se perd jamais en lâchant le superflu. Cela ne se révèle que lorsque la surface cesse d'être saturée. Si tu veux avancer avec légèreté et clarté, la question n'est pas ce que tu peux faire de plus, mais ce que tu peux arrêter de faire. Qu'est-ce qui mériterait de sortir définitivement de ta vie pour libérer de l'énergie, du temps et de l'attention? L'abondance réelle est le résultat de l'élimination. Tout espace que tu récupères par un renoncement conscient est un investissement direct dans ton bien-être. L'esprit a besoin de silence pour distinguer l'essentiel de la distraction. Fais de la place pour ce qui compte vraiment. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Tu n'auras pas une seconde chance pour construire ta meilleure version. La vie ne va pas s'arrêter pour attendre que tu rassembles ton courage, que la motivation parfaite arrive ou que le monde s'ajuste à tes attentes. Si tu continues à remettre à plus tard ta croissance, tu ne feras qu'accumuler une dette intérieure qui, tôt ou tard, te réclamera son dû. Personne ne viendra te sauver. Et ce que tu ne fais pas aujourd'hui devient simplement un poids mort pour demain. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à lire dans des livres anciens. C'est un outil brutalement honnête pour faire face à ta réalité. Tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais tu peux gouverner comment tu réagis, comment tu te relèves et comment tu avances, même si cela fait mal. La transformation personnelle ne dépend pas d'un coup de chance ni d'attendre de te sentir inspiré. Elle dépend de ta capacité à agir quand tu en as le moins envie, de choisir l'inconfort conscient et de forger la discipline dans les petits actes quotidiens que personne n'applaudit. La personne que tu seras en 2026 se construit aujourd'hui, maintenant, à chaque décision inconfortable que tu choisis de ne pas remettre à plus tard. Il n'existe pas de moment parfait, il n'existe que le moment où tu décides de cesser de te mentir. Ton avenir n'attend pas, tu le construis ou tu le perds. C'est aussi simple que cela. Si tu veux vraiment cesser d'être spectateur et devenir protagoniste, tu dois prendre le contrôle, supporter le poids de ta propre responsabilité et t'engager sans excuse. Ici, il n'y a pas de place pour la plainte ni l'auto-tromperie. La transformation commence lorsque tu décides de cesser d'attendre. 1. Agis sans attendre des conditions idéales.
Tu n'auras jamais le scénario parfait. C'est la vérité que presque personne ne veut accepter et que la plupart préfèrent couvrir d'excuses sophistiquées. Si tu continues à attendre le jour où tout sera en ta faveur, quand il n'y aura ni fatigue, ni doute, ni peur, tu te condamnes seulement à la paralysie et à l'auto-illusion. Combien de fois dois-tu reporter tes décisions pour réaliser que la vie ne négocie pas de délai supplémentaire? Attendre des conditions idéales est une escroquerie mentale, un mécanisme de défense pour ne pas faire face à l'effort réel. C'est une dette émotionnelle qui grandit chaque jour de procrastination et que tu finiras par payer tôt ou tard avec frustration et regret. La discipline commence exactement là où le corps tremble et l'esprit invente des excuses. Tu n'es pas spécial d'avoir peur, ni différent de te sentir incertain. Tous ceux qui ont changé leur vie ont commencé au même point, au milieu de l'inconfort, sans garantie, sans l'approbation de personne, et souvent contre les voix intérieures qui exigent du confort. La réalité est que si tu continues à attendre le signal parfait, le moment de clarté maximale ou la motivation fulgurante, alors tu resteras piégé dans le même cycle que toujours. Il n'y a pas de salut dans le confort, ni d'avancée sans pression. Tu avances seulement lorsque tu choisis l'effort inconfortable pendant que ta tête te demande de reculer. Personne ne va te pousser hors de ta zone de stagnation. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie, c'est un entraînement mental. C'est apprendre à gouverner tes impulsions et à agir même dans les jours les plus gris. Marc Aurèle n'attendait pas d'avoir envie, Épictète n'attendait pas de justice extérieure, Sénèque ne cherchait pas des conditions idéales. Ils agissaient parce qu'ils comprenaient que le temps est limité et que la vie réelle ne respecte pas tes préférences ou tes fantasmes. Tu n'es pas victime des circonstances, tu es responsable de ce que tu en fais. Si tu insistes à voir des obstacles là où il y a des opportunités de grandir, alors tu deviens ton propre saboteur. Personne ne te doit une vie facile. L'excellence ne se construit que sur le terrain irrégulier de l'inconfort quotidien. Le caractère se forge dans l'action, pas dans l'attente. Si tu cherches la confiance, commence par tenir les promesses que tu te fais, même si c'est inconfortable, même si personne ne t'applaudit. La discipline est plus puissante que la motivation. Chaque fois que tu agis sans attendre des conditions parfaites, tu t'entraînes à soutenir une version plus forte de toi-même dans le futur. Fais-le même si tu n'en as pas envie. C'est ta ligne de base. Tu n'es pas une victime, tu es l'architecte. C'est ta responsabilité. Si tu veux arriver en 2026 transformé, arrête de négocier avec tes excuses et commence à bouger maintenant, avec ce que tu as, d'où que tu sois. Il n'y a pas de raccourci ni de formule magique. Juste la décision, l'action et la continuité, jour après jour, jusqu'à ce que l'habitude supplante le doute et que l'engagement vainque la faiblesse. 2. Fais de la discipline ton moteur quotidien. Tu te réveilles et bien que ton corps pèse et que ta tête énumère des excuses, tu sais exactement quelle est la première décision que tu dois prendre. Il ne s'agit pas du café, ni de vérifier ton téléphone, mais de quelque chose de plus silencieux et difficile. Choisir de rester fidèle à ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne t'y oblige. À ce moment-là, l'esprit joue son jeu habituel. Il cherche des raccourcis, suggère qu'un jour de repos ne changera rien, justifie le minimum d'effort et négocie avec l'inconfort. Ce dialogue intérieur est le véritable champ de bataille. La discipline, en réalité, n'est pas une force magique ni une vertu inaccessible. C'est une série de petits choix qui, accumulés, te séparent de la médiocrité. Chaque fois que tu cèdes à la voix qui cherche le confort, tu renforces la croyance que tu peux remettre ta vie à plus tard et qu'un jour, ce sera plus facile. Mais la vérité inconfortable est que céder aujourd'hui installe une fracture dans ton caractère et cette fissure grandit avec le temps, jusqu'à devenir une partie de ton identité. Il existe un mécanisme interne que nous partageons tous, la tendance à sous-estimer le poids des petites décisions. Nous pensons qu'un seul saut de routine, remettre à demain ce que nous avons promis aujourd'hui, n'aura pas de conséquences réelles. Mais c'est là que commencent les dettes émotionnelles et la confiance brisée.
Chaque promesse non tenue envers soi-même est un investissement négatif, c'est du capital psychologique perdu. Et le problème est que, même si personne ne le voit de l'extérieur, toi, tu le ressens. Une sensation d'auto-illusion s'accumule, une sorte de ressentiment silencieux envers toi-même, parce que tu sais que tu aurais pu faire plus. C'est ici que le stoïcisme offre une réponse brutalement honnête. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir envie, il s'agit d'agir parce que tu sais que cette action te définit, même si elle est inconfortable et que personne ne la célèbre. Lorsque tu choisis avec discipline, tu ne cherches pas de validation externe ni de récompense immédiate. Tu entraînes ta volonté comme on entraîne un muscle, avec des répétitions quotidiennes, avec un effort soutenu, avec l'inconfort de faire ce qui est juste même quand personne ne te regarde. Sénèque l'a dit clairement, le bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cela n'est possible que lorsque tu gouvernes tes impulsions et que tu ne permets pas aux émotions passagères de détourner tes plans à long terme. La dopamine de la gratification instantanée est addictive, mais la véritable satisfaction naît de tenir ta parole, surtout quand c'est difficile. La discipline, c'est choisir l'inconfort aujourd'hui pour te libérer demain des regrets. Fais de la discipline ton moteur quotidien. Si tu ne le fais pas, ta vie avancera au rythme de tes excuses. Personne ne portera pour toi le poids de tes décisions. Si ton engagement ne se transforme pas en action constante, tu finiras par être otage de tes propres habitudes. Aucun changement profond ne se produit par accident. Discipline aujourd'hui, caractère demain. 3. Prends le contrôle total de ta vie. Je confesse quelque chose d'inconfortable. Pendant des années, je me suis convaincu que la vie était une sorte de train conduit par quelqu'un d'autre, comme si mes frustrations, mes limites et même mes petits succès dépendaient de facteurs externes, de personnes, de situations ou d'une prétendue chance qui n'arrivait jamais. Ce récit intérieur est addictif car il justifie le confort de ne pas décider. Il te soulage du poids, mais en même temps, il te laisse à la dérive, sans contrôle réel sur ton destin. Si tu analyses de près chaque domaine où tu te sens bloqué, tu trouveras presque toujours une série d'excuses sophistiquées déguisées en arguments rationnels. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas le moment, les circonstances ne m'aident pas, je ne suis pas encore prêt. Ces justifications, en réalité, sont des mécanismes de défense que ton esprit active pour éviter le coup inconfortable d'assumer le contrôle total. Car prendre le contrôle n'est pas un acte grandiose ni une révélation magique, mais un processus méthodique d'identification des schémas, de démantèlement des croyances limitantes et d'acceptation que la douleur de la responsabilité est préférable à la douleur bien plus corrosive de l'impuissance. Lorsque tu cesses d'attendre que quelqu'un vienne te sauver ou que la vie te récompense simplement pour exister, tout change de dimension. Le contrôle total ne signifie pas que tu peux manipuler ce qui se passe à l'extérieur, mais que tu cesses de déléguer ton bien-être et ton progrès à la volonté des autres ou aux fluctuations de l'environnement. Le premier pas est brutal. Reconnaître que tu es toi-même le principal obstacle et la plus grande opportunité de ta propre vie. Tu n'es pas une marionnette de ce qui t'arrive. Tu es le stratège de ta réaction, l'éditeur de ta narration, le responsable ultime de ce que tu décides de construire avec ce qui t'est donné. Si tu ne prends pas ce rôle, la vie te traîne en mode automatique et tu finis par accumuler une dette émotionnelle avec chaque année qui passe sans avancée réelle. L'auto-tromperie te vend l'idée qu'un jour tu le feras. Mais chaque jour, sans agir, renforce l'habitude de la procrastination et affaiblit ton sens de l'agence. Être stoïque, c'est, en essence, accepter que la seule variable sous ton contrôle absolu est ta réponse. Il ne s'agit pas de résignation, mais de leadership personnel. Jusqu'à quand vas-tu laisser ton destin entre les mains des autres ou aux fluctuations de l'humeur ? La véritable transformation commence lorsque tu assumes le coût de toutes tes décisions, même les inconfortables, même celles que personne d'autre ne voit. Tu n'es pas le résultat de ce qu'on t'a fait, mais de ce que tu fais avec ce que tu as aujourd'hui. Si tu ne gouvernes pas ton esprit, quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre le fera pour toi.
La routine, l'opinion des autres, la peur, le désir facile de gratification immédiate. Prends le contrôle total ou la vie te passera dessus. C'est le choix, il n'y a pas de compromis. Le changement authentique se construit à partir de cet inconfort radical de cesser de chercher des coupables et de commencer à fabriquer des solutions, même si cela coûte, même si cela fait mal. La discipline de prendre le gouvernail de ta vie peut être inconfortable au début, mais à long terme, c'est la seule véritable liberté. 4. Choisissez l'inconfort qui vous renforce. Comme si vous marchiez pieds nus sur des gravillons chauds, chaque pas est un choix inconfortable et délibéré. Vous ressentez le picotement sous la plante du pied, vous percevez le rejet instinctif de votre corps à continuer d'avancer, mais vous reconnaissez aussi que le seul moyen de renforcer la peau est de faire face à cette brûlure jour après jour. Dans la vie quotidienne, cet inconfort a d'autres noms. Conversation difficile, matin où le réveil sonne trop tôt, entraînement quand l'énergie fait défaut, rejet qui frappe l'ego, silence gênant où vous préféreriez abandonner plutôt que de persister. C'est là que se cache le véritable entraînement. Il n'y a rien d'héroïque à fuir la douleur. Le caractère ne se sculpte pas dans la douceur, mais dans la friction constante avec ce qui dérange et défie. La plupart cherchent un refuge où rien ne fait mal, mais le confort est un sédatif lent qui vous affaiblit sans que vous ne le remarquiez. Le muscle mental s'atrophie si vous ne l'exposez jamais au poids de la résistance. C'est pourquoi, chaque fois que vous choisissez le chemin facile, le canapé au lieu du livre, l'excuse au lieu de l'action, les applaudissements rapides au lieu de la solitude productive, vous devenez plus fragile. L'inconfort conscient, cet effort inconfortable que vous choisissez délibérément, est le seul remède qui renforce vraiment. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance pour la souffrance, il s'agit de comprendre que la croissance authentique vient toujours enveloppée d'inconfort, comme l'os qui se renforce lorsqu'il porte du poids. Si vous fuyez ce frottement, vous restez le même qu'hier. Si vous l'affrontez, vous grandissez. Il y a une différence brutale entre la douleur qui vous enfonce et celle qui vous forge. La première est le résultat de la passivité, l'accumulation d'excuses, la vie vécue sans intention. La seconde est le résultat de la discipline choisie, de l'engagement quotidien envers ce qui dérange mais vous élève. Choisir l'inconfort qui construit est une déclaration de principe. Je n'accepte pas la version faible de moi-même. Je ne négocie pas mes rêves avec la paresse. Je n'accepte pas que ma vie dépende du hasard ou de l'humeur du jour. Choisissez l'inconfort qui vous renforce, pas celui qui vous détruit. C'est la différence entre avancer et stagner. Chaque fois que vous affrontez la peur, la fatigue ou la honte, votre caractère prend du poids. Chaque fois que vous évitez, vous perdez un peu de cette solidité intérieure qui ne s'acquiert qu'avec un réel effort. Les stoïciens le savaient, ils ne cherchaient pas la douleur mais ne l'évitaient pas non plus. Marc Aurèle écrivait ses pensées au milieu des maladies et des guerres. Épictète enseignait depuis l'adversité de l'esclavage. Il comprenait que l'inconfort choisi est le prix de la liberté intérieure. Chaque jour, vous avez la possibilité de renforcer votre volonté ou de l'affaiblir. Ce n'est pas une question d'héroïsme, c'est une question d'habitude. Choisissez ce qui est difficile aujourd'hui et il vous sera plus facile de supporter n'importe quelle difficulté demain. Le confortable vous coûte cher après. L'inconfort vous paie avec la croissance. La vraie vie ne récompense pas celui qui se cache le plus de l'effort, mais celui qui entraîne son esprit à porter le poids nécessaire. Là où il y a effort, il y a avancement. C'est la loi silencieuse de tous ceux qui conquièrent leur avenir. 5. Montre ta confiance par des actions, pas par des mots. Les mots ne valent rien s'ils ne sont pas soutenus par des actions. Tu peux répéter 1000 fois que tu vas changer, que cette année sera différente, que maintenant tu es sérieux, mais si tes actes ne suivent pas, tu ne fabriques qu'une estime de soi artificielle qui s'effondre à la première difficulté. Assez de gestes vides et de promesses lancées dans l'air pour apaiser ta culpabilité. La véritable confiance ne se construit pas avec des discours. Elle se gagne dans la boue des décisions inconfortables et dans la constance des actions que personne ne voit.
Si ta routine ne reflète pas ce que tu déclares, tu te mens en pleine face, et tu le sais. Personne ne respecte celui qui ne remplit que sa bouche d'intention. Le respect de soi ne naît pas non plus de l'imagination de résultats, mais de l'affrontement quotidien à l'effort concret de respecter ses engagements, même quand tu n'en as pas envie. Le muscle de la confiance se forge dans la répétition inconfortable. C'est arriver à la fin de la journée et savoir que, même si c'était difficile, tu ne t'es pas trahi. Crois-tu vraiment que la sécurité personnelle provient de jolis mots ou de motivations passagères? C'est le piège qui te maintient faible. Le cerveau apprend par l'évidence, pas par des auto-affirmations vides. Chaque fois que tu dis « demain je commence », cette fois c'est sérieux et que tu ne le maintiens pas, ton esprit enregistre un échec de plus et renforce la croyance que tu n'es pas capable. Ainsi, tu t'habitues à négocier avec ta médiocrité et à vivre dans un cycle infini de regrets et d'excuses. La confiance n'est pas un état d'esprit, c'est une conséquence directe de ton historique d'actions accomplies. Agis d'abord, parle ensuite. C'est la loi. Le monde ne récompense pas les intentions. Il récompense la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si tes actes ne soutiennent pas tes paroles, ta parole ne vaut rien. Arrête de chercher la validation dans les applaudissements des autres ou dans des phrases motivantes découpées sur Internet. La seule validation qui compte est celle qui vient de te voir tenir ta parole en privé, quand personne ne t'applaudit et que toi seul sais ce que cela coûte. Personne ne va te donner confiance, tu dois la gagner par un sacrifice soutenu. Si chaque jour tu trahis ce que tu as promis, tu deviens ton pire ennemi. Il n'y a pas d'auto-assistance, ni de philosophie, ni de mentor qui puisse te donner ce que tu te retires avec l'inaction. Parle moins et fais plus. C'est le chemin du caractère fort, de celui qui cesse de demander la permission et commence à construire des résultats. La confiance en soi est la somme de tes petites victoires quotidiennes, pas de tes discours internes. La seule façon de te prouver que tu peux, c'est de le faire. Ce que tu feras aujourd'hui sera l'évidence que ton esprit utilisera demain pour avoir confiance ou pour douter de toi. Ta parole ne pèse que si tes actes la soutiennent. Personne ne te doit du respect. Tu dois le gagner. Et cela commence par respecter ce que tu t'es promis quand personne ne regarde. 6. Construis ton avenir avec des habitudes solides. Rien dans ta vie ne changera en profondeur si tu continues à compter sur la volonté dispersée et sur des promesses éphémères. La vérité inconfortable est la suivante. L'avenir que tu désires ne se construit pas à partir d'impulsions sporadiques ni d'intentions passagères, mais d'habitudes solides, installées par la répétition quotidienne, même lorsque ton esprit crie pour des raccourcis et que ton corps demande du repos. C'est ici que beaucoup se perdent dans l'auto-tromperie sophistiquée. Ils croient qu'un jour d'effort intense peut compenser des semaines de procrastination, qu'il suffit de ressentir un élan de motivation et de se jurer à soi-même que cette fois c'est sérieux. Mais la réalité psychologique est brutale. L'identité se forge dans ce que tu répètes, pas dans ce que tu rêves. Ton cerveau apprend par l'évidence, et chaque fois que tu choisis le chemin facile, tu renforces le moule de la médiocrité. Tu n'es pas l'exception à cette règle. Il y a une résistance silencieuse, presque imperceptible, qui opère en toi chaque fois que tu essaies d'installer une nouvelle habitude. Ton esprit cherche des arguments pour revenir à ce qui est connu. Il te séduit avec des récompenses immédiates. Il te convainc que tu peux négocier avec l'engagement. C'est un mécanisme automatique, un filtre mental qui déforme la valeur de l'inconfort et amplifie le poids de l'effort. Si tu ne le reconnais pas, tu deviens esclave d'impulsions instables et tu t'habitues à être un spectateur de ton propre potentiel gaspillé. Le véritable changement commence lorsque tu cesses de discuter avec toi-même et que tu transformes cette énergie mentale en actions concrètes, petites mais non négociables. Il n'y a pas d'habitude insignifiante. Chaque victoire minimale est un investissement dans ton avenir. Fais-le simple, mais fais-le toujours. C'est le principe qui sépare ceux qui progressent de ceux qui ne font que fantasmer à ce sujet.
La construction d'habitudes solides exige une honnêteté radicale. Il ne s'agit pas de s'imposer des routines impossibles, ni d'adopter des modèles étrangers qui ne servent qu'à se montrer sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'identifier, avec une clarté brutale, quelles petites actions quotidiennes te rapprochent de la vie que tu dis vouloir et lesquelles t'en éloignent. Le piège est de sous-estimer l'effet cumulatif du petit. Un repas de malbouffe, une séance d'entraînement évitée, une matinée perdue dans des distractions. Tout compte. Lorsque tu installes une habitude utile, tu ne changes pas seulement tes journées, tu modifies le dialogue interne, tu reconfigures la relation que tu as avec toi-même et tu démontres par des faits que tu es capable de maintenir des décisions difficiles. Personne ne va t'applaudir pour réussir en silence, mais ton esprit enregistre chaque acte de cohérence et peu à peu élimine le doute chronique qui te paralyse. La solidité de l'avenir dépend de ce que tu répètes aujourd'hui, pas de ce que tu rêves demain. Si tu cherches vraiment une transformation en 2026, ton meilleur allié ne sera pas la motivation, mais la structure quotidienne que tu t'imposes, le système qui ne dépend pas de ton humeur et la discipline qui transforme le difficile en routine. Ton avenir est le résultat de tes habitudes, pas de tes excuses. C'est la loi silencieuse que personne ne peut éluder, même s'il essaie de la déguiser avec des phrases vides ou des plans grandioses. Si tu n'es pas prêt à payer le prix de la constance, ta vie sera hypothéquée à la médiocrité de l'impulsion. Choisis aujourd'hui les habitudes qui te soutiendront demain, lorsque l'envie viendra à manquer. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. 7. Prépare-toi avant que l'opportunité n'arrive. Tu marches dans la rue et tu vois une affiche « Recherche de personnel ». Tu t'arrêtes un instant et tu penses à quel point il serait facile d'avoir une opportunité comme celle-ci, une porte qui s'ouvre sans que tu la cherches. Mais à ce moment-là, la réalité surgit. Si tu n'as pas préparé ton CV, si tu n'as pas tes papiers en ordre, si tu n'as pas étudié ou pratiqué le minimum pour ce poste, cette opportunité ne devient qu'une anecdote de plus, une possibilité perdue qui s'évanouit en quelques secondes. C'est ainsi que fonctionne presque tout dans la vie. Peu importe combien de portes apparaissent, si tu arrives sans les outils internes et externes pour les franchir. La plupart des gens attendent que la vie leur donne d'abord l'opportunité et ne se mettent à se préparer qu'ensuite, comme si la chance prévenait à l'avance. Mais la vérité est autre. Les opportunités n'arrivent pas à ceux qui les désirent, mais à ceux qui sont déjà prêts à les saisir lorsqu'elles se présentent. La croissance ne s'improvise pas. La préparation est un investissement silencieux qui ne se remarque que lorsque la vie exige des résultats inattendus. Si tu analyses les raisons pour lesquelles tant de personnes sentent que la vie ne leur donne jamais leur moment, tu verras un schéma. Elles reportent la préparation parce qu'elles sous-estiment la valeur d'être prêtes en l'absence de certitude. Il est plus confortable de se distraire, de chercher de petites gratifications ou d'attendre un coup de chance qui justifie l'effort. Mais lorsque l'opportunité finit par se présenter, la plupart se retrouvent vides de ressources, sans discipline installée ni compétences aiguisées, comme un athlète qui prétend courir un marathon sans avoir entraîné un seul jour. Le prix de ne pas se préparer est invisible jusqu'à ce que la facture arrive. Anxiété, regret, sensation que les autres avancent pendant que l'on reste au même endroit. Attendre l'opportunité pour commencer à se préparer, c'est remettre son destin au hasard. Le stoïcisme le dit clairement. La seule chose que tu contrôles est ta disposition interne et ton niveau de préparation, pas le calendrier de la vie. La conséquence de te préparer seulement quand tu crois que ça en vaut la peine est que tu deviens vulnérable à l'imprévisible. Tu dépends de tout pour s'aligner parfaitement afin de donner ta meilleure version. Cette dépendance te rend faible, réactif, toujours en attente de signaux externes. En revanche, si tu choisis de te préparer avant que l'opportunité n'arrive, tu changes la donne. Tu investis dans des compétences, de la discipline et une mentalité pendant que les autres se distraient. Et lorsque la vie met une porte devant toi, tu n'as pas besoin d'improviser ni de courir. L'opportunité récompense celui qui s'est déjà entraîné en silence. C'est la loi.
Ne attends pas que tout soit aligné pour commencer à entraîner ton caractère, tes habitudes ou tes compétences. Le véritable avancement est invisible, mais il se remarque lorsque le défi apparaît et que tu peux le soutenir. Prépare-toi aujourd'hui, même si rien ne semble urgent. La vie ne prévient pas, elle examine seulement. Si tu veux être maître de ton destin en 2026, tu dois t'entraîner avant qu'on ne te demande des résultats. Ce n'est pas de la paranoïa ni de l'obsession, c'est une stratégie. Tu deviens ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est la base de toute transformation réelle. 8. Maîtrisez votre esprit, pas vos impulsions. Je confesse une scène inconfortable qui se répète plus de fois que je ne le voudrais. Je suis assis devant la table, les bras appuyés, la mâchoire serrée et le regard perdu sur l'écran du téléphone, ressentant le léger pouls de la notification qui réclame mon attention. Je sais exactement que j'ai quelque chose d'important à faire, mais la tentation d'ouvrir une application, de glisser le doigt, de me donner une autre minute de distraction, pèse comme une pierre. Je m'arrête et je sens la sueur froide sur mes mains, la respiration superficielle, le petit tremblement dans ma jambe qui trahit l'anxiété d'éviter l'effort. Ce n'est pas un hasard. C'est l'impulsion réclamant sa part quotidienne, c'est l'esprit me demandant un soulagement facile pendant que la tâche réelle attend. Dans ces minutes, je peux voir avec une brutalité claire comment fonctionne le mécanisme. Le désir immédiat d'éviter l'inconfort, l'urgence d'échapper au présent difficile, le plaisir fugace masquant l'inconfort profond de ne pas avancer. C'est un piège subtil, presque invisible, qui me vole de l'énergie, du temps et de l'estime de soi. Et le pire, c'est que la plupart du temps, je ne remarque même pas que je tombe encore et encore. Maîtriser l'esprit n'est pas un acte héroïque, ni un moment d'illumination soudaine. C'est un travail artisanal de remarquer, d'interrompre et de rediriger. Chaque fois que je permets à l'impulsion de dicter mon prochain mouvement, je cède du terrain sur la carte de mon caractère. Je me vois presque comme une marionnette de réactions automatiques, cherchant la dose facile de dopamine, évitant l'effort soutenu qui construit réellement quelque chose de durable. Les stoïciens le savaient. Le véritable défi n'est pas de vaincre le monde extérieur, mais de gouverner l'esprit qui veut reculer devant le moindre inconfort. Je pense à Marc Aurèle, écrivant dans l'obscurité, forçant son corps fatigué à continuer, à Épictète se rappelant que la liberté commence dans l'esprit et non dans l'environnement. Ils n'étaient pas immunisés contre l'impulsion, ils se sont simplement entraînés à ne pas lui obéir aveuglément. Maîtriser l'esprit se voit et se ressent dans le quotidien. C'est la pause avant de répondre à la provocation, le silence avant de justifier une excuse, la sensation physique d'inconfort que tu ne cherches pas à cacher mais à traverser. C'est remarquer comment le corps te demande de céder et malgré tout, choisir de te maintenir un peu plus dans l'inconfort. La différence entre une vie médiocre et une vie intentionnelle réside dans cette fraction de seconde où tu décides de ne pas te laisser emporter par l'impulsion, mais d'imposer la direction que tu as choisie. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu fais avec ce que tu ressens. C'est la vérité qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent piégés dans la roue de la gratification immédiate. Parfois, maîtriser l'esprit, c'est simplement se lever même si le sommeil pèse, fermer l'écran, même si les loisirs crient, dire non quand le désir facile cherche à te convaincre. C'est inconfortable, oui, mais chaque fois que tu le fais, tu ajoutes une couche de force intérieure. Tu n'es pas esclave de tes impulsions à moins que tu ne décides d'agir toujours sous leur mandat. Gouverne ton esprit ou la vie décidera pour toi. C'est la sentence qui, si tu la mets en pratique, peut changer le cours de tes jours et avec eux, ton destin en 2026. 9. Engage-toi sérieusement dans ta transformation. L'engagement réel ressemble davantage à une serrure rouillée qu'à une porte élégante et facile à ouvrir. Il faut forcer la clé, sentir la résistance dans le poignet, écouter le grincement inconfortable du métal à chaque tentative. La plupart s'arrêtent là, dans l'inconfort du premier tour, inventant des raisons de ne pas pousser plus fort. Ce n'est pas le moment. J'ai déjà fait assez. Peut-être demain. Mais
Si tu ne tournes la clé que lorsque cela t'arrange ou lorsque le moral est au beau fixe, alors tu ne franchis jamais le seuil qui sépare l'intention du véritable changement. Voilà comment fonctionnent tes excuses. Elles sont la rouille accumulée de nombreuses années de procrastination, le résultat de choisir encore et encore le soulagement temporaire plutôt que la friction qui transforme. Jusqu'à quand vas-tu tolérer ce grincement mental chaque fois que tu essaies d'avancer? La vérité, c'est que personne ne va nettoyer ce mécanisme pour toi. Personne ne va porter le poids de tes promesses brisées. Toi seul as la clé, et toi seul décides de la tourner ou de rester à regarder la porte, inventant des histoires pour justifier ta paralysie. Le problème, c'est que tu vis entouré d'offres bon marché de changement, phrases motivationnelles, défis de 3 jours, cours qui promettent des résultats instantanés et une armée de voix extérieures qui te vendent l'illusion que se transformer est une question de le vouloir suffisamment. C'est un piège dangereux. L'engagement sérieux ne se signe pas en public, ni ne s'annonce avec des feux d'artifice. Il se démontre quand personne ne regarde, quand la fatigue pèse et que la tentation d'abandonner est presque physique. Si ton engagement ne dure que jusqu'à ce que la première difficulté surgisse, alors ce n'est pas un engagement, c'est une auto-illusion sophistiquée. Arrête de collectionner des excuses et commence à collectionner des faits. Assez de négocier avec tes propres mensonges. L'engagement ne se ressent pas, il s'exécute. C'est la différence brutale entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans la boue de l'autocompassion. La transformation n'est pas une fantaisie réservée à quelques élus. C'est une décision inconfortable et radicale de cesser de te trahir. Tu dois signer ce pacte avec toi-même, même si ton esprit proteste, même si le confort te séduit et même si personne ne te donne la permission. Chaque jour où tu choisis de ne pas avancer, tu deviens complice de ta propre médiocrité. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas la difficulté de l'environnement. C'est toi, répétant le même scénario de toujours pour ne pas porter le poids de tes décisions. Si tu veux une nouvelle vie en 2026, arrête de demander à la vie d'être juste et mets-toi au travail sur la seule vraie justice, ta discipline, ta parole et ton action quotidienne soutenue. Tu ne peux pas exiger des résultats extraordinaires avec l'engagement médiocre de toujours. Engage-toi avant de ressentir l'envie. C'est le seul pacte qui a de la valeur lorsque la réalité se fait pressante. 10. Utilisez le stoïcisme comme outil pratique. Le stoïcisme n'est pas là pour orner votre bibliothèque, il sert à désarmer votre auto-illusion. Lorsque vous cessez de le voir comme une philosophie abstraite et que vous le ramenez dans le domaine de vos actions quotidiennes, vous réalisez que la véritable bataille n'a jamais été contre le monde, mais contre la tendance chronique à justifier vos propres renoncements. Je me rends compte que chaque fois que je me trouve des excuses, lorsque je justifie mon manque de progrès avec des arguments intelligents, je ne fais que fabriquer une version de moi-même que je ne veux pas soutenir. L'esprit est spécialiste pour négocier avec l'inconfort, pour déguiser la paresse en prudence et pour peindre la résignation comme une acceptation mature. Mais le stoïcisme ne vous laisse pas vous cacher derrière ces masques. Il vous oblige à regarder avec une honnêteté brutale la distance entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites réellement. Dans la vie quotidienne, appliquer le stoïcisme, c'est remarquer l'instant exact où votre impulsion cherche un soulagement facile et décider de ne pas céder. C'est choisir de ne pas discuter avec la réalité, mais d'agir sur ce qui est en votre pouvoir, même si c'est inconfortable ou n'apporte pas de récompense immédiate. Je me surprends à détecter le mécanisme. L'esprit veut éviter l'effort, sabote l'engagement et amplifie les obstacles pour vous protéger de l'épuisement. Mais chaque fois que j'interromps ce cycle et que j'agis depuis le principe stoïque, je sens le poids diminuer. Non pas parce que le problème disparaît, mais parce que je cesse de porter l'angoisse de ne pas essayer. Le stoïcisme, compris ainsi, est un outil pour désactiver le piège de la procrastination.
Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais de gouverner la réaction automatique qui vous pousse à la plainte et à l'immobilisme. Lorsque j'admets que je ne contrôle pas l'extérieur, mais que je contrôle ma réponse, je cesse de chercher des excuses et je commence à investir de l'énergie dans ce qui est réellement concret. Mon action, mon attention, mon présent. C'est la différence entre vivre à la merci de vos états d'âme et construire une volonté entraînée pour résister à la pression du désir immédiat. Fais ce qui te revient, même si personne ne regarde. Cette phrase suffit à fracturer l'inertie de la passivité. Être stoïque aujourd'hui, c'est identifier le piège mental qui vous vend un soulagement à court terme et choisir la douleur constructive de l'effort soutenu. C'est se rappeler, dans la pratique, que l'inconfort est le prix de la liberté personnelle et que chaque jour, sans l'affronter, est un capital émotionnel que vous perdez. La philosophie n'a de valeur que si vous en faites une habitude, si vous l'utilisez comme filtre pour vos décisions et comme encre dans les jours gris. Vous n'êtes pas vos arguments, vous êtes vos actions répétées. C'est la mesure pour savoir si le stoïcisme est vivant dans votre routine ou s'il n'est qu'un autre masque élégant pour ne rien changer.